L'histoire de Lazarescu qui est basée sur une histoire réelle qui s'est passée à Bucarest. Et puis c'était ce malade-là qui se fait refuser par 6 hôpitaux. Et puis l'assistante, le paramédic qui le transportait, paramédic de l'ambulance, a décidé de le laisser dans la rue. C'est dans la rue, il est mort dans la rue. C'est beaucoup plus nuancé, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ce type est mort dans la rue et c'est pour cela qu'il y a eu ce scandale. C'était un accident. L'assistante, elle était emprisonnée, mais c'est un accident. Parce que sinon, des cas comme le cas de Lazarescu, ça se passe tous les jours en Roumanie. Sauf que les gens ne sont pas laissés dans la rue pour mourir dans la rue. C'est encore plus pervers, en fait, si on y pense. En fait, il y a cette perspective de la mort et de la disparition, de l'extinction dans ce cadre, dans le cadre du système, du système sanitaire, de l'hôpital, entouré par des inconnus qui n'ont rien à foutre de ta souffrance. Ça fait que le spectateur s'identifie très vite avec Lazarescu. Mais si on fait l'exercice de s'identifier avec ces médecins-là, on va voir qu'ils ne sont pas des monstres de méchanceté. Quand tu te trouves face à la souffrance, chaque jour, si tu t'imagines que ces gens-là, et surtout les médecins qui travaillent dans les services d'urgence, ils se trouvent presque chaque jour face à la mort. Alors, vu de l'extérieur, c'est un métier comme n'importe quel autre métier, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, c'est le fait que ces gens-là, les médecins, sont arrivés au point de construire une sorte de cuirasse, tout ça est dû au fait qu'ils doivent se protéger pour après protéger et aider les autres. La manière dont on a construit l'histoire visait justement ça, le fait que dans la relation médecin-patient, ceux qui se rencontrent, c'est des êtres humains imparfaits, faibles en quelque sorte. Les faiblesses sont différentes, les imperfections sont différentes, mais il fallait construire le film, raconter l'histoire de cette manière-là. Ne pas dire, voilà, le système sanitaire est nul, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, ça ne va jamais fonctionner. Partout dans le monde, dans les pays civilisés, il y a ce problème-là. On ne peut pas échapper à ce problème-là. Nous, en tant que patients, on souffre, on a besoin de chaleur, on a besoin d'un bras fort qui nous protège contre la mort. Et ce bras fort n'existe pas. Il faut dire que moi j'ai grandi dans un hôpital, on peut dire que j'ai grandi dans un hôpital. Mon père a travaillé en tant il a travaillé dans l'administration d'un hôpital, d'un grand hôpital à Bucarest. Alors on passait pas mal de temps là-bas. Il ne gagnait pas beaucoup, ma mère ne gagnait pas beaucoup, elle était institutrice, alors il ne pouvait pas payer de babysitter, alors on était trois enfants et il nous prenait quand mon père, quand ma mère, donc on a passé du temps chez l'hôpital de mon père, à l'hôpital où mon père travaillait, on a passé du temps à l'école où ma mère travaillait, qui c'était une école spéciale, elle travaillait avec des handicapés mentaux. Donc c'est ce que j'ai remarqué, et puis ce qui m'a faisait et qui continue à me faire confiance, c'était le comportement autoritaire des médecins. Monsieur Lazarescu, au moment où le film commence, il a perdu sa femme il y a 8 ans et sa fille vit au Canada. Il vit avec ses chats. Dès qu'il se pose le problème de quitter l'appartement, d'aller à l'hôpital, d'abord, il ne veut pas, mais au moment où il quitte la maison, il perd les êtres les plus aimés, ses chats. Et petit à petit, au fur et à mesure qu'il se dégrade, il perd la parole, il perd la mémoire, il perd les vêtements, il perd la dignité, il vomit, il fait sous lui. À un moment donné, l'assistante qui risque de perdre la carte d'identité de Lazarescu
c'était renvoyé à cette perte d'identité. Il perd les cheveux, il perd la force, il perd tout. Ce n'est pas une disparition instantanée, c'est la disparition la plus atroce que j'ai pu imaginer. Parce qu'au moment où j'ai traversé cette crise d'hypocondrie, j'avais peur. À un moment donné, bon, d'abord j'avais peur. J'étais convaincu, j'étais persuadé que j'ai un cancer digestif, tube digestif. Je suis passé à tous les niveaux. J'avais ça en tête. Parce que j'avais un ulcère. J'ai fait un ulcère quand j'avais 21 ans. Et je me suis dit que c'est ça, mon problème, c'est tout la digestion à voir avec ça. Mais après, je suis passé à la maladie des Charcot, la sclérose latérale amyotrophique. Là, c'est une maladie qui te rend, tu paralyses de manière progressive, tu perds la parole, tu perds la dignité. Il y a quelqu'un qui te... Et ça, j'ai développé une peur, une angoisse, des angoisses. C'était incroyable, je ne pouvais plus dormir. J'étais persuadé parce que j'avais des fasciculations, il y avait les muscles qui tremblaient, il y avait tout ça. Je développais ça. C'était insupportable. Quand on dit mon expérience d'hypochondriaque, restituer ça, ce n'est pas de raconter l'histoire d'un personnage hypochondriaque. Ce n'est pas raconter l'histoire de Woody Allen dans 50% de ses films. Non, c'était mettre en scène la disparition qui me faisait le plus peur. Le tournage a duré 39 nuits. Je crois que je dormais 3 heures par nuit, même pas. J'avais l'impression d'être drogué. Non, c'était pas facile parce que c'était des hôpitaux qui fonctionnaient. Et au moment où on a filmé, par exemple, au computer tomographe, il y avait des gens qui venaient en état d'urgence, en attaque cérébrale, des trucs comme ça. Il fallait arrêter tout, faire l'examen, et puis après, il fallait reprendre. Et puis, ça a été très difficile de ce point de vue. Donc, là, par exemple, quand il y a la suspicion d'un cancer apparaît, à ce moment-là, on tournait dans un espace qui était à côté de du morgue, à côté de la morgue. Et un soir, il y avait des brancardiers. Bon, d'abord, on a entendu, on était en train de finir le tournage, et d'abord on a entendu l'ascenseur s'arrêter, et puis un éclat de rire, et puis il y avait ces deux brancardiers avec une assistante qui se dirigeaient vers la morgue, et ils passaient à côté de nous. Et puis ils nous ont vus, et puis sur la brancarde, il y avait un truc noir, ils ont ouvert ça, et puis ils ont sorti la main d'une morte, c'est une femme. Ils disaient hey, bonsoir, comment allez-vous, bonsoir, et ils se marraient comme des fous. On est resté cloués là, c'était incroyable. Je me suis dit, putain, c'est quoi ça? C'était comme du David Lynch. Un des brancardiers, il avait un œil en verre en plus. Au moment où je discutais avec Ion Fiscutano, l'acteur qui jouait Lazarescu, il voulait montrer la souffrance, le fait qu'il est seul. Voilà. Il m'a dit à un moment donné, mais tu sais, les êtres humains, c'est comme les animaux, ils sentent quand ils meurent. Ils sentent qu'ils vont mourir. Et puis ça, il faut exprimer ça et tout ça. Il me tenait ce discours-là. Ce qui était complètement faux, parce qu'en fait, la plus grande tentation, c'était celle de se sentir aimé par le public.
Et comment faire ça, jouer la victime. Et moi je dis non, c'est mauvais, non, non, je ne veux pas avoir ça. Je veux que vous soyez un batteur, un résistant, un ruspetteur. Il n'aimait pas tellement ça. Une bonne partie de du fait que Fiscottano a resté sur le tournage du film parce qu'il a voulu plusieurs fois se casser, laisser tout tomber parce qu'il en avait marre. Et je peux bien comprendre ça, très bien comprendre ça. Parce qu'il a eu des problèmes, il a été hospitalisé, il a été opéré avant ça. Moi, quand je suis allé à Târgu Mureș, chez lui en Transylvanie, pour lui proposer ça, d'abord je lui ai posé cette question, est-ce que vous êtes bien en termes de santé? Il dit non, j'ai eu quelques opérations, mais maintenant je suis très bien. Oui, j'ai eu une cirrhose du foie, mais maintenant ça va. Oui, comment ça va? Mais oui, parce que je me suis traité avec des tisanes et tout ça, et la médecine naturiste. Je parlais avec sa femme, elle me disait, elle n'était pas si convaincue que lui, mais lui, il était décidé à faire le film. Mais quand face à toutes les difficultés que ce projet lui posait, à un moment donné, il a dit, oh, je vais me casser, je vais partir, je ne vais plus faire ce film. C'est trop difficile pour moi, je ne peux pas faire ça, je déteste les hôpitaux, je déteste ça, je déteste être malade. Et c'était Luminița qui a sauvé le film. Parce qu'elle l'a appris dès le départ, elle a dit, écoutez, M. Fiscottano, moi je vais vous appeler M. Lazarescu. On va s'habituer avec le personnage, tout ça. Alors, chaque fois, quand on mangeait, elle était à côté de lui, il lui apportait à manger, il discutait. Ce n'est pas pour lui qu'elle fait ça. Elle fait ça parce qu'elle est comme ça. Et en même temps, on se pose la question. Moi, je me suis posé cette question. Est-ce que ce n'est pas moi en tant que spectateur, qui demande ça, qui a besoin de ça, de penser, de croire qu'en fait il y a quelqu'un d'humain dans ce monde complètement noir? C'est discutable. Il n'y avait pas de la place et j'avais pas l'intention de donner des explications et des leçons aux spectateurs, mais au moment où tu fais ce métier-là et quand tu t'engages avec un malade, il faut l'hospitaliser. Tu ne peux pas le laisser. Donc c'était son métier à elle aussi. Il fallait qu'elle le dépose dans un hôpital et qu'elle signe un truc. Parfois elle est aussi distante. Parfois elle se moque de lui. Mais ce qu'on sent, et ça c'est seulement dû à elle, à Luminița Gheorghiu, qui est une très grande actrice, c'est l'attachement. Elle s'attache parce qu'elle y croit. Ce n'est pas, c'est quelque chose de plus. C'est pas seulement parce qu'elle devait faire son métier. C'est parce que c'est quelqu'un qui aime les humains, c'est quelqu'un qui peut être à la maison un père qui ressemble à Lazarescu. On sent qu'elle n'est pas, que tout ce qui se passe avec ce vieux lui est familier, qu'elle connaît ça. Et ce n'est pas parce qu'elle a eu des patients, c'est parce qu'elle est attentif à ça, parce qu'elle parce qu'elle entre en résonance avec la souffrance, mais d'une manière équilibrée. Comme je disais, elle aussi, elle doit se protéger. Ce qui fait le rythme, c'est les coupes et l'impression que l'histoire est restituée dans les détails, dans tous les détails. Ça vient aussi du fait qu'il y a ces coupes-là. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a enlevées. Parce que, comme j'ai choisi de raconter cette histoire d'une manière documentaire, comme ça, cinéma direct, alors j'ai pratiqué tous ces coupes, mais je les pratiquais au moment où j'ai filmé le film. C'était pas un matériel brut de, disons, 6 heures. Ça, c'était le temps de l'histoire.
6 heures, 7 heures, et j'ai raccourci ça jusqu'à 2h30. Non, tout était pensé, donc il fallait qu'il y ait toutes ces coupes évidentes. Et c'est ça qui donne l'impression qui fait que l'impression de vrai. Tu as une sensation que ça se passe sous tes yeux, que tu participes en quelque sorte. Il n'y a pas de plan contre plan. Il n'y a pas de plan contre plan, il n'y a pas de plan contre plan parce qu'il y a un seul observateur, et ça c'est l'auteur, il fallait assumer ça jusqu'au bout. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas voir. Il n'y a pas une caméra, la caméra elle n'est pas ubiquue, elle est là, il fallait faire ça, il fallait penser comme ça. C'est quelqu'un qui suit M. Lazarescu. Ça a beaucoup à voir avec le cinéma et avec le cinéma qui m'intéresse. Ça a beaucoup à voir avec le cinéma direct, avec le ciné-vérité. Ça a beaucoup à voir avec des pardons. J'ai eu une longue discussion avec Radu Jude, un ami à moi qui est qui a fait le first AD assistant sur Lazarescu. Et après Lazarescu, on a eu pas mal de discussions liées au cinéma. Et puis la conclusion où on est arrivé, c'est qu'en fait, la fiction cinématographique te permet de pénétrer dans l'intimité. Ça met à ta disposition l'intimité. Et c'est la chose qui m'intéresse en fait. Et comment, et peut-être peut-être c'est la seule légitimité du cinéma de fiction.